Et oui, la neige a de nouveau repris possession du paysage. L'hiver est bien là. La première neige est tombée, je veux dire, dans la nuit de mercredi à jeudi. Et un beau tapis de, je veux dire, entre 10 et 15 centimètres. Donc là, elle est pour rester jusqu'au mois d'avril, normalement. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, faites d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres que j'ai lus. Et donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Donc, comme il n'est pas de coutume, on va commencer par les mangas. Dernièrement, j'avais acheté d'occasion une série complète en 14 volumes chez les éditions c'est Kazemanga. C'était Platinum End, de Takeshi Obata et de Tsugomi Oba, qui sont également, je vais dire, le dessinateur et le scénariste de Death Note, mais aussi de Bakuman. Et donc, on retrouve, je veux dire, certainement la patte du dessinateur, mais en même temps, bon, les histoires sont pas pareilles, mais on ressent quand même une certaine ressemblance, je dirais. Ressemblance à un grand mot quand même, mais quand même, on ressent que c'est du Takeshi Obata et du Tsugomi Oba. Donc moi ici j'ai lu les 5 premiers volumes. On peut voir que les pochettes brillent. Je veux dire au moins la pochette de devant. C'est voilà, donc j'ai lu les 5 premiers volumes. Takeshi Obata et Tsugomi Oba, c'est une qui ont fait ce manga. Ça a commencé en 2015, bon, les dates exactes je ne sais plus, mais entre 2015 et 2021. Donc, le récit est, comme je dis, intelligent. Ça va parler de la mort, ça va parler du bonheur. On va suivre Murai. Murai, c'est un lycéen. On est sur la fin d'une année scolaire. Et c'est un gars qui est déprimé jusqu'au bout, parce qu'il a envie de se suicider. Et c'est pas juste une envie, il va le faire. Et donc, avant de, comment je vais dire, parce qu'il va aller au-dessus d'un building et puis se jeter en bas. Et au dernier moment, avant de s'écraser sur le bitume, il va être sauvé par un ange, Nasen, qui va lui donner des ailes, mais également des flèches rouges, des flèches blanches. Donc lui, il ne sait pas trop bien ce qui se passe. Et en fait, l'histoire, c'est que il y a 13 humains qui vont être choisis. Bon, comment? Ils sont choisis. Et ils vont devoir pas forcément se battre l'un l'autre, mais il n'en doit rester qu'un. Et l'humain qui restera sera le nouveau Dieu. Donc voilà, ça c'est l'histoire en gros. J'adore le dessin, pour moi c'est du dessin carré. Bon, c'est un peu moins poétique, dans le sens, le dessin est un peu moins poétique que celui de Abi Umeda dans les Enfants de la baleine. Mais j'adore l'histoire. Comme je disais, c'est un dessin qui est assez carré parce que des fois j'ai de la misère, moi, avec des mangas, quand il y a des mangas de baston et tout ça, qu'on ne sait plus, je vais dire, vraiment où est le devant, le derrière, le haut, le bas, enfin, c'est un peu... tandis qu'ici, ça reste quand même du dessin bien carré, je trouve. Donc, je peux vous montrer, sans vous spoiler les... bon, ça va peut-être pas être évident, mais... c'est quand même du beau dessin, vraiment. Mais c'est vrai que quand on voit le héros principal, Murai, il a des airs quand même, je ne sais plus comment il s'appelait, Light, dans Death Note, Light, mais il y avait un autre, je ne me rappelle plus du nom, là.
mais c'est vrai qu'on voit un peu la ressemblance. Donc pour l'instant, c'est une excellente lecture. Là, il me reste 9 tomes, et donc j'en lis en général un tous les 2 jours. Donc voilà. Donc, c'était Platinum N. On va continuer avec les romans. Donc je vais vous présenter ici trois romans différents, 3 genres différents. Je vais vous les présenter du moins bon au meilleur. Hein, on va se garder le meilleur pour la fin. Le premier ici, c'est La chasse est ouverte de Christine Brouillet aux éditions La Courte Échelle. Donc, déjà, c'est mon premier roman de Christine Brouillet. C'est une autrice québécoise qui a à son actif plus d'une 50aine de bouquins. En général, ce sont des romans policiers, mais pas que. Ici, je veux dire, La chasse est ouverte, c'est une enquête de Maud Graham. Elle en a fait à peu près une petite vingtaine de ces enquêtes de Maud Graham. Mais elle a également à son actif beaucoup de romans jeunesse, d'autres trilogies, je veux dire, policières. Donc voilà. Mais ça reste mon premier et je suis resté sur ma faim. Comment je pourrais le dire? Pour moi, c'est une intrigue sans intrigue. On est, pour vous mettre le gros de l'histoire, il y a un meurtre. Le meurtre, c'est une personne influente au Québec, très riche. Et après je ne sais pas combien de pages, on lit que telle personne a tué telle personne. Donc déjà ça met un peu, je veux dire, beaucoup moins de suspense. Très bizarre comme... Il y a beaucoup de flashbacks aussi, parce que, je veux dire, le meurtre se passe en 2011. Là, on est dans le présent, 2011. Il y a du flashback qui va, je vais dire, 30 ans en arrière, 20 ans en arrière. Donc c'est ça, donc à un moment donné, il faut un peu démêler le... Mais je veux dire, les flashbacks sont là réellement pour quelque chose. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de suspense dans ce récit. Pour moi, il n'y a aucun suspense, vraiment. C'est une bonne écriture, c'est une belle écriture, j'aime bien, c'est aéré, mais au point de vue du roman policier, non. En plus, là, je veux dire, concernant la psychologie des personnages, elle n'est pas vraiment non plus tip-top. Il y a une thématique, je lui dis, bon, à part le roman policier, il y a une thématique là-dedans, c'est l'homophobie, parce que c'est un des caractères qui va faire que il va y avoir un meurtre, mais pas juste que l'homophobie. L'homophobie, il y a la vengeance, il y a vengeance, jalousie aussi. Mais au final, non. Pour moi, La chasse est ouverte, c'est un bouquin à oublier, sérieusement. En plus, je veux dire, le final, je dirais pas que le final est bâclé, mais je trouve qu'il est facile. Il est très facile. La fin est très facile. Donc voilà. Vous m'en direz des nouvelles si vous l'avez lu. La chasse est ouverte. Mais moi, non. Non, c'est pas un bouquin que, à mon avis, que je vais tenir de ma bibliothèque, vu qu'elle commence à crouler sous le poids des bouquins. Mais comme je dis, ce sera certainement pas mon dernier Christine Brouillet, parce que j'ai envie d'en avoir 2, 3 quand même à mon actif pour vraiment me faire une idée de l'écriture. Voilà. Et certainement, je veux dire, de ces romans policiers. Donc voilà. La chasse est ouverte. Alors, le livre suivant, enfin je dirais même les 2 livres suivants, ce sont d'excellentes lectures. Donc il en faut bien présenter une avant l'autre.
je vais vous présenter L'hiver de la corneille de Karen McBride aux éditions Anénorac. Donc ça ici c'est une lecture autochtone. Pour vous dire déjà, là ça me fait certainement peut-être 6 ou 7 lectures autochtones que je fais, d'auteurs ou d'autrices autochtones. Et jamais, pour l'instant, je n'ai jamais été déçu, ni de l'écriture, ni de l'histoire. C'est ça, je voulais juste préciser ça. Ici, on est sur, donc comme je dis, excellente lecture, une écriture très aérée, très poétique, parce qu'on va suivre, je vais dire, l'héroïne, qui est Hazel Ellis, qui est une jeune autochtone, et qui vit dans une communauté de Premières Nations, à Spirit Bear Point, ici au Québec. Et on va la suivre alors qu'elle a eu son père qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc il y a une thématique de deuil. En même temps, il y aura une thématique, sur le deuil, j'en reviendrai après, mais il y a aussi une thématique concernant l'injustice également. C'est un livre qui parle beaucoup de la force vive des femmes autochtones, en parlant, je veux dire, d'Hazel, la jeune femme, mais également de sa mère, d'une copine d'Hazel. C'est ça, donc il y aura aussi beaucoup d'un point de vue, je vais dire, spirituel des autochtones, avec la roue du temps, les 4 portes, les quatre directions, mais également, je veux dire, les végétaux, les plantes qui s'y rapportent. On parlera de Sweet Lodge. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un livre qui raconte une histoire et en même temps une histoire complète, je veux dire, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je veux dire, qui entourent Hazel Ellis, cette jeune autochtone. Donc, comme je dis, magnifique lecture. Donc, maintenant on va reprendre en détail dans le sens que, concernant le deuil de son père, donc elle revient dans la communauté, et c'est un deuil avec, enfin je dirais avec, c'est plutôt sans faux semblant. On voit la difficulté de vivre un deuil réellement, avec des non-dits, avec des silences, et que ces non-dits et ces silences, à un moment donné, il faut les crever, il faut en parler, tout ça. Donc, beaucoup d'émotions en même temps, beaucoup d'émotions dans ce livre. Il y a cette fameuse thématique d'injustice qui revient très, très souvent, je veux dire, dans les lectures autochtones, et pour cause. Hein. On ne va pas développer ça là tout de suite, mais vous savez ce que j'en pense. Je veux dire, dans l'histoire ici, il y a la famille qui a je veux dire, dans la communauté, dans la réserve, qui a une parcelle. Et cette parcelle, on y a fait une mine, enfin les Blancs ont fait une mine à ciel ouvert. Est-ce qu'ils avaient droit, est-ce qu'ils n'avaient pas droit? Bon, ça, on va le voir dans le livre. Comment ils vont se battre également. Se battre, je veux dire, administrativement. Et puis aussi, comme je dis, la thématique spirituelle des autochtones, avec cette roue du temps. Cette roue du temps qui est circulaire, tout est circulaire chez les Amérindiens. On y ressent, je veux dire,
les grands-pères, les grands-mères. Et bon, en parlant de grands-pères et de grand-mères, ben, on parle, je veux dire, dans un ou deux chapitres, mais je vais l'entièreté du chapitre, de Sweet Lodge. Donc c'est les huttes de sudation chez les Amérindiens, qui servaient souvent, je vais dire, avant de prendre une grande décision, en général, ben, les chefs, les sages, les guerriers allaient dans ces Sweet Lodge et puis avaient contact avec les mondes subtils. Et pour en avoir fait, je veux dire, deux Sweet Lodge dans ma vie, complètement différentes les unes des autres, parce qu'il n'y en a pas une qui ressemble à une autre, c'est vraiment très bien expliqué, vraiment, réellement, très bien expliqué. Que dire encore avec ce bouquin, c'est que, oui, à un moment donné, on parle de, ben bon, ça je ne connaissais pas le terme, donc je vais vous le dire, le panindhianisme. Le panindhianisme, c'est le mouvement de pensée qui vise à promouvoir l'unité amérindienne. Alors je fais un petit clin d'œil dans le sens que quand on voit certains, quand on voit les gouvernements de blancs, à travers les époques, je dis bien à travers les époques, donc encore aujourd'hui, on voit que les blancs essayent quand même que ce panindhianisme n'existe pas ou ne puisse pas exister, dans le sens que on peut par exemple privilégier certaines communautés autochtones et pas d'autres, ce qui met quelque part des bâtons dans les roues, et que je veux dire les différentes Premières Nations ne sont pas unies, vraiment main dans la main, parce que certains ont des privilèges, certains n'en ont pas, ou moins, ou plus, et voilà. Donc comment créer la zizanie? Que dire encore? C'est que oui, la jeune héroïne, Hazel, tout au long du bouquin, va être suivie par Nana Bush. Nana Bush qui est la corneille, qui est en fait un esprit guide, et donc qui va la guider forcément tout au long du livre. Des fois elle est très, comment je dirais, elle est fatigante. C'est un esprit guide fatigant, mais comme bien souvent, qui voit juste et qui va la mener sur le bon chemin. Donc, L'hiver de la Corneille, édition Anne-Norac, Karen McBride, une excellente lecture. Je vous la conseille. Alors aussi, juste une petite précision, donc plus une rectification, c'est que avec l'hiver de la Corneille, quand je parle de la thématique spirituelle, c'est pas la roue du temps, c'est la roue de la médecine, la roue de médecine des autochtones, avec les 4 portes, les 4 directions et tout ça. Donc voilà, et sans oublier, je vais vous lire 2 petites citations. Une petite citation qui ouvre le bouquin. Quand vous ouvrez le bouquin, vous avez droit à cette citation. Ça ouvre vraiment, je veux dire, je dirais pas la neurone, mais je vais vous la lire. Si vous parlez aux animaux, ils vous répondront et vous ferez connaissance. Si vous ne leur parlez pas, vous ne pourrez pas les connaître, et ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Celui qui a peur détruit ce qui lui fait peur. Et la deuxième citation, « Livrer ce qui nous blesse profondément, ça donne l'impression de se confesser. C'est aussi admettre qu'on se sent coupable, reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'une part de soi nécessite d'être réparée ou remplacée. » Donc voilà. Alors le dernier roman que je vais vous présenter aujourd'hui,
C'est aussi une excellente lecture. C'est le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo aux éditions Folio Classique. Bon, pour tout vous dire, moi, de Victor Hugo, je connaissais, que j'ai lu il y a 30 ans, 35 ans. Oui, ça fait bien 35 ans, oui, au moins. J'avais lu Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Et c'était tout. C'est tout ce que je connaissais de Victor Hugo. Je me suis dit, il est peut-être temps d'en connaître un peu plus. Et juste pour resituer un peu et remettre ça dans le contexte, c'est que c'est une écriture qui date de quasi 2 siècles. 2 siècles. Victor Hugo a écrit ça en 1829. En sachant qu'il est né en 1802, il avait juste 27 ans quand il écrit ça. Tout comme, bon ça, j'ai poursuivi, je vais dire, ma petite recherche. Notre-Dame de Paris, il a écrit ça à 29 ans. Et puis, bon, il était vraiment un peu plus vieux quand il a écrit Les Misérables, il avait juste 60 ans, je crois. Donc voilà, mais il avait 27 ans quand il a écrit Le dernier jour d'un condamné. J'ai été, parce que bon, oui, j'ai lu Les Misérables et Notre-Dame de Paris, mais si je me souviens, je vais dire, de plus ou moins de l'histoire, hein, avec les films et tout ça, l'écriture, je ne me rappelle plus. Sérieux. Donc je me suis dit, avec Le dernier jour d'un condamné, je me suis dit, waouh, c'est un type qui était, sinon pas avant-gardiste de son époque, mais l'écriture, elle est aérée, elle est simple, elle est vraiment à comparer. Bon, c'est déjà difficile de comparer deux auteurs. Bon, c'est pas vraiment la même époque parce que je vais vous dire avec Émile Zola, Au bonheur des dames, que j'ai pas terminé, peut-être parce que c'est peut-être à cause de, je sais pas, de la lourdeur, je trouve, de l'écriture. Au bonheur des dames, c'est bon, un des derniers Rougon-Macquart, je crois, ou dans un de ces derniers. Je trouve l'écriture lourde. C'est tandis qu'ici, non, c'est aéré, c'est comme si il avait écrit ça, je sais pas moi, la semaine dernière, je sais pas, c'est vraiment waouh. Et pourtant, ça a été écrit il y a 2 siècles. Donc c'est ça que ça m'a déjà surpris. Alors, de quoi va-t-on parler en début? C'est ça, en début de... Parce que, bon, c'est un bouquin qui est, bon, pas très épais, hein, il fait 200 pages. L'histoire en elle-même, je veux dire, quand on suit cet homme, ce condamné, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. On ne sait pas sa vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Ça dure à peu près 140 pages. Après, il y a 60 pages qui montrent un peu, je veux dire, l'envers du décor, d'un point de vue historique de l'époque, au point de vue, je vais dire, de la peine de mort, mais également d'un point de vue politique. Et donc voilà. Donc c'est pas tellement énorme. C'est que au début, il y a un poème qu'on appelle bon, je ne le savais pas non plus. C'est une élégie, donc c'est une sorte de poème lyrique qui montre la... C'est en fait une diatribe sur du monde, de ce que pense l'aristocrate, les aristocrates, la noblesse, au point de vue, je vais dire, de cette peine de mort, de cette guillotine. C'est même si c'est écrit en V, c'est à gerber réellement de ce que pensent ces aristocrates et cette noblesse. C'est pas lourd à comprendre, mais c'est lourd dans la teneur, réellement. Là. Mais ensuite, bon, on commence le texte. Et il y a plusieurs thèmes.
Il y a tout d'abord, bon, je dirais la mort, oui, la mort est en toile de fond. Hein. On va suivre ce condamné pendant 24 heures à peu près, une journée. Et ce qui est très bien fait aussi, c'est que le chapitrage du bouquin, je vais dire des 140 pages, où on suit ce condamné, le chapitrage est très court, réellement très court, ce qui donne vraiment une dynamique de lecture et en même temps de dire que oui, la journée, la dernière journée est très courte. C'est vraiment bien pensé. Donc c'est ça, thématique la mort. Et là, je veux peut-être juste, parce qu'en général je dis les citations à la fin, mais juste lire une citation mais qui vraiment met le ton réellement sur ces 140 pages. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant je distinguais clairement, comme une clôture, entre le monde et moi. Ça résume. C'est rare de trouver des citations qui résument parfaitement le bouquin. Je crois que c'est arrivé 2 ou 3 fois, pas plus. Et là, c'est comme, c'est pas vraiment une thématique, mais cette dernière journée, on voit que cet homme est seul, réellement seul, même s'il est accompagné, enfin accompagné entre guillemets, hein, par le prêtre, par ses geôliers, mais même, par extension, on arrive seul et on repart seul. C'est ça. Quel que soit l'accompagnement, qu'on soit entouré d'amis, qu'on ne soit pas entouré d'amis, de copains, mais quand il nous arrive quelque chose de, je dirais, grave, très grave dans la vie, on se retrouve seul. C'est vraiment à méditer, réellement. Bon, puis, comme il y avait juste 2 citations, je vais vous dire la deuxième, comme ça on aura fini avec les citations. En temps de révolution, prenez garde à la première tête qui tombe. Elle met le peuple en appétit. Je ne suis pas révolutionnaire, mais que j'aime cette phrase, réellement. C'est ça. Bon. De quoi va-t-on encore parler dans ce livre? Comme je disais, c'est un bouquin qui n'est pas très long. Tout au plus de 100 pages. Ben, non, il fait juste 200 pages, je crois. En même temps, ça parle... Ben non, on ne peut pas dire que ça parle de la mort. La mort est en toile de fond, mais en général, quand c'est en toile de fond, de la mort, la vie est tout près. Donc, c'est un bouquin, un hymne à la vie en même temps. Et puis, il y a cette thématique, mais là, elle est plus reprise, je vais dire, après la 140e page, jusqu'à la 200e. C'est que l'homme juge l'homme. D'accord, mais quand le juge est tout aussi corrompu, bon, c'est pas explicitement marqué comme ça dans le texte, mais quand le juge est aussi corrompu ou plus corrompu que l'accusé, un homme juge un homme. Ça aussi, ça porte beaucoup à réflexion. Et surtout, je veux dire, dans ces 60 dernières pages, il y a eu, et ça, je veux dire, c'est d'un point de vue historique,
parce qu'il y avait un débat sur la guillotine. Je veux dire, de ne plus mettre ça en place publique. Il y a eu à un moment donné, il y a eu une histoire avec quatre ministres ou quatre sous-ministres, enfin je crois que c'était 4 ministres, qui avaient un peu trop joué et qui étaient aussi prêts à passer l'arme à gauche. Mais bizarrement, non. Ils ne sont pas passés l'arme à gauche et juste à ce moment-là, avant que le verdict soit je veux dire, leur soit favoritaire, il y avait eu un grand débat sur cette peine de mort. Et puis, bon, à un moment donné, bon, quand on a su qu'ils étaient, ils étaient quelque part graciés, bon, je crois qu'ils ont fait de la prison pareil, mais bon, ils ont été graciés, ils n'ont pas été la tête coupée. On n'a plus parlé de cette soi-disant réforme, et puis bon, on a continué, et puis on a continué, je vais dire, ça j'ai fait ma petite recherche aussi, le dernier guillotiné en France, Hamida Djandoubi, qui a été exécuté à la prison, bon là, à ce moment-là, c'est clair que c'était plus sur la place publique, à la prison des Baumettes à Marseille, a été, je veux dire, guillotiné en 1977. Moi, et très longtemps, j'ai pensé que c'était pas lui, en fait, parce qu'il y a eu un bouquin sur, bon là, on extrapole un peu, là, on quitte un peu le dernier jour d'un condamné, mais il y a eu le fameux pullover rouge de, comment il s'appelait encore, Gilles Perrault, le pullover rouge qui retraçait, je veux dire, également l'histoire de Christian Ranucci, qui était, soi-disant, le violeur et l'assassin d'une jeune gamine, a été aussi guillotiné le 3 juin 1974. Et moi je pensais que c'était lui, en fait, le dernier guillotiné, mais non, pas du tout. Ce fameux Christian Ranucci, qui a été guillotiné en 1974, était aussi à la prison des Baumettes à Marseille. Donc à mon avis, la guillotine avait été déplacé de Paris, enfin je ne sais pas s'il y avait eu plusieurs guillotines ou s'il y avait juste une guillotine sur la place de la Grève, je crois, place des Grèves, place de la Grève à Paris. Et donc c'est ça. Donc ça parle de ce fameux pouvoir, hein, de nouveau, la justice à deux vitesses. Comme toujours, cette justice à deux vitesses, quand ce sont des personnes influentes, riches, qui ont le pouvoir, on passe à côté, et puis c'est ça, quand c'est le dernier des damnés, le petit pauvre du quartier, lui, il n'a pas droit, il aura sa tête tranchée. Donc, c'est avant-gardiste, c'est clair. Même dans le sens, parce que bon, il faut savoir que je crois, à un moment donné, Victor Hugo a été sénateur. Bon là, il faudrait que je révise, mais je crois qu'il a été sénateur. Beaucoup plus tard, forcément. Mais c'est ça. Mais ce qui ressort beaucoup dans ce livre, réellement, c'est que on est seul. Quoi qu'il arrive, on est seul. Même s'il y a 100 personnes autour de vous qui sont là à vous encourager, ni quoi ni qu'est-ce, on est toujours seul. Ça, c'est ce qui, pour moi, ce qui vraiment ressort réellement de ce livre. Donc, c'est ça. Je vous le conseille, vraiment, le dernier jour d'un condamné. Après, ensuite, il y aura la suite, c'est avec Claude Gueux, également de Victor Hugo, là où on va de nouveau suivre un condamné. Donc mais là c'est plus spécifique, parce qu'ici, bon, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait fait et tout ça, donc voilà. Donc, le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo.
Voilà, ça termine. Je veux dire, pour l'instant, l'update lecture. Il y en aura certainement un d'ici 15 jours, 3 semaines, je crois. 15 jours. On verra bien suivant la taille et les bricages que je vais lire. Donc en attendant, comme à l'habitude, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures et à bientôt. Bye.